Vraiment, et tous les jours, de plus en plus hargneux. Alors, luttons ensemble, Jean-Pierre Coff. Merci de nous avoir rendu visite. Je signale que nous vous retrouvons depuis mi-décembre pour notre plus grand plaisir sur Canal+, tous les soirs, à 19 h, sauf le week-end. Et puis, bien sûr, votre émission sur France Inter, ça se bouffe pas, ça se mange. Et merci à vous aussi, Alberto Toscano. Et je vous signale que la semaine prochaine, nous dirons adieu ensemble aux monnaies nationales, puisque nous vous parlerons d'euros. Je vous rappelle l'adresse de notre site artetv.com. Je vous souhaite de passer à tous de très belles fêtes de Noël. À l'année prochaine. Et maintenant, place à RT Info. Il ne court pas après les honneurs, Caspar Villiguer sera pourtant le grand invité de Droite Cité. Un nouveau président de la Confédération pour un an seulement, sans grand pouvoir. Est-ce vraiment ce dont la Suisse a besoin au XXIe siècle? De grands dossiers attendent cet amoureux du consensus, l'ONU, Expo 02, Suissair. Quels sont vos objectifs, Monsieur le Président? Réponse à Droite Cité, dimanche sur TSR1. Les Autrichiens n'ont laissé aucune chance à leur adversaire sur la mythique piste du Lauberhorn de Wengen. Les Suisses sont loin derrière. L'UDC part en guerre contre les coûts de la santé. Le parti veut lancer une initiative populaire pour réduire les primes d'assurance maladie. 20 prisonniers d'Afghanistan ont passé leur première journée sur une base américaine à Cuba. Certaines organisations des droits de l'homme critiquent les conditions de détention. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité est particulièrement sportive ce soir avec la fameuse descente masculine du Lauberhorn de Wengen. On attendait beaucoup des Suisses. Malheureusement, ils n'ont pas terminé sur le podium et ce sont les Autrichiens qui ont brillé sur cette piste mythique. Ils ont réussi un triplé. Stefan Eberharter s'est imposé avec 26 centièmes d'avance sur Hannes Strinkel et 45 centièmes sur Joseph Strobel. Il faut dire que les écarts qui séparent les meilleurs sont impressionnants. Quatrième, le Norvégien Kjetil André Aamodt pointe déjà à 1 seconde 31. Le vainqueur Stefan Eberharter, le meilleur Suisse franco-caven, a dû se contenter de la 12e place. Quant à Didier Cuche, qui était un des favoris ce matin, eh bien, il a complètement raté sa course. Il termine loin derrière. Jean-François Develay, Pierre-Alain Dupuis. Du côté suisse, pour cette 72e descente du Lauberhorn, on attendait Didier Cuche, soutenu par une impressionnante et sympathique cohorte de supporters. Pour avoir mal négocié son départ, Cuche va se trouver très vite en retard et ne retrouvera jamais le bon rythme. Au final, Cuche termine 22e à 3 secondes 27 d'Eberharter.
Ouais, une grosse déception après avoir perdu 3 secondes et demie assis à Wengen alors que je partais pour gagner ou faire un podium. Je suis vraiment déçu. Puis, à part avoir senti que j'étais pas vraiment très vite et des petites imperfections, j'ai pas senti grand chose, donc je sais pas. Évidemment, après ce résultat, les gens vont dire, les médias vont écrire que Didier maintenant c'est plutôt un super géantiste, un géantiste. Qu'est-ce que vous dites après ce résultat? Bah, qu'ils attendent la fin de la saison avant de dire ça. Il arrive en bas, c'est l'important. Non, c'est bon comme la revanche sera Salt Lake City. Voilà, c'est ça. Les médailles, c'est plus tard. Les femmes disputaient une descente à Saalbach en Autriche et là aussi les Suissesses n'ont pas brillé. C'est l'Allemande Hildegard qui a remporté la descente, confirmant ainsi son bon résultat d'hier. Elle devance 2 Autrichiennes, Renate Götschel et Michaela Dorfmeister. Corinne Rebellet termine 12e et Sylviane Berthaud, qui a fait une grosse faute en deuxième partie de parcours, termine à la 9e place. Comme je vous le disais en début de journal, à son tour, l'UDC se profile publiquement dans l'épineux dossier des assurances maladie. Réunis à Landquart, dans les Grisons, ces délégués ont en effet chargé le comité directeur d'élaborer une initiative populaire en vue de réduire les coûts de la santé. Et c'est une première. Le contenu de l'initiative sera décidé grâce à une consultation ouverte à tous sur Internet. Explication Anne-Marc Valder. C'est à l'unanimité que les délégués de l'UDC ont chargé leur comité directeur d'élaborer une initiative pour enrayer la spirale infernale des coûts de la santé. Ce d'autant que le président de Santé Suisse leur avait fait entrevoir que la situation n'allait pas s'arranger. Pour 2003, on envisage d'ores et déjà une augmentation des primes de 10 à 15%. L'idée, partager l'actuelle assurance de base en 2 piliers. Mais il y a des choses importantes qui doivent être dans l'assurance obligatoire. Il y a des choses moins importantes qu'on doit aujourd'hui payer, que nous sommes d'avis qu'il faut les faire facultatifs. Bref, l'assurance de base ne comprendrait plus que l'indispensable, donc réduction des prestations remboursées, et l'accès aux soins passerait par un médecin de famille, donc fin de l'obligation de contracter. Un ami me disait récemment, moi je ne veux pas des médicaments génériques. Eh bien, c'est son droit. Mais j'entends le surcoût ne doit pas être pris en charge par solidarité par les autres. En résumé, un pilier obligatoire pour la base, un deuxième facultatif comprenant des prestations aujourd'hui remboursées qui ne seraient plus jugées indispensables et un troisième regroupant les actuelles assurances complémentaires comme dans l'AVS. Une médecine à 2 vitesses. En fait, il s'agit de renforcer la liberté et la responsabilité individuelle des assurés et cela n'a rien à voir avec une médecine à 2 vitesses. En attendant que l'initiative soit rédigée, ces propositions sont soumises pendant plusieurs mois à l'appréciation des internautes afin de susciter un large débat public. Avec ce projet, l'UDC veut réinvestir le terrain des assurances sociales sur lequel elle avait momentanément perdu la main. Un terrain glissant, elle le sait pertinemment, puisqu'en organisant une consultation sur Internet, elle peut attendre l'évolution des discussions sur la révision de la LAMAL au Parlement avant de se lancer définitivement dans l'aventure de l'initiative populaire. Et les délégués de l'UDC ont également refusé l'initiative sur la semaine des 36 heures. Les radicaux, eux, étaient en assemblée ce matin à Tramelan, dans le Jura bernois. C'est sans surprise qu'ils ont dit oui à l'ONU et qu'ils ont également refusé l'initiative de l'USS en faveur des 36 heures. Mais en coulisses, c'est un document qui se voulait confidentiel qui sème la pagaille dans les rangs des radicaux. Un document de travail qui prône la privatisation des télécommunications, des CFF ou encore de la Poste. Thierry Clémence. Sur la partition radicale, ce matin, pas un mot, pas une seule note, officielle en tout cas, qui aurait pu mettre en péril l'hymne à la libéralisation concocté en secret par le président Gerold Bührer. Un sujet jugé trop sensible à l'heure où la conjoncture est loin de frôler l'embellie.
Le fameux secret des pontes du Parti radical, un document de travail où le parti envisage de libéraliser, on dira à tout craint, des CFF à la poste, en passant par l'électricité. Nous devons avoir le courage de cette réflexion-là. Nous devons avoir le courage aussi de remettre en cause peut-être certains éléments qu'on considérait comme absolument intangibles, mais nous ne devons pas, dans le document final, faire de la provocation pour de la provocation. Ouais. Je ne sais pas exactement ce que c'est que le néolibéralisme. Je sais que ce qu'il y a dans ce document n'est pas quelque chose de révolutionnaire, c'est quelque chose de positif et de créatif, mais ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire dans ce sens. La résistance s'est organisée au sein du parti. Certains ont constaté un décalage entre la réalité et les ambitions présidentielles de Gerold Bührer. Nous mettons un frein à ce mouvement, car nous pensons qu'on ne règle pas tous les problèmes par la libéralisation. Et les événements tragiques que nous avons vécus en fin d'année dernière le démontrent que l'État doit fixer les règles du jeu en général. Et lorsque le jeu devient chaotique, même dans une économie libéralisée, une économie de marché, l'État doit intervenir pour remettre de l'ordre. Le catalogue qui se voulait explosif a pris un goût de soupe, disons tiédi par les corrections apportées aux documents de référence. Une soupe qui a été servie aux sections cantonales pour une première lecture. Une manière d'éviter le débat aujourd'hui à Tramelan. Ce n'est qu'en mars que les radicaux devraient adopter leur ligne de conduite économique. À Genève, près d'1 millier de manifestants ont défilé cet après-midi dans les rues de la ville pour défendre les droits des Palestiniens au Proche-Orient. Mais l'appel à ce rassemblement a suscité une polémique au sein de la gauche genevoise. Les écologistes notamment reprochent à leurs partenaires de négliger les actes de violence portés contre Israël par le mouvement extrémiste du Hamas. Ehud Goren, Eric Cozandet. Le droit à l'eau, le droit à l'alimentation, le droit à l'éducation des Palestiniens, c'est ce qu'ont revendiqué cet après-midi les manifestants genevois qui de la place Neuve devaient se rendre jusqu'au Palais Wilson, siège de la Commission des droits de l'homme de l'ONU. Mais le tract de la manifestation a suscité l'irritation d'une partie de la gauche, des écologistes, qui auraient souhaité que l'on dénonce aussi les attentats commis par certains groupes palestiniens. Je trouve tout à fait normal d'appeler à manifester contre la politique que je trouve proprement scandaleuse du gouvernement israélien, mais je ne vois pas pourquoi on ne peut pas parallèlement condamner la politique des attentats du Hamas. Et c'est ce que ne font pas les gens qui ont appelé à manifester. Parmi la vingtaine d'organisations qui appelaient à la manifestation, les socialistes genevois se défendent d'avoir la moindre position partiale. Bien entendu, les socialistes condamnent toute forme de violence, y compris celle du Hamas, parce que nous ne croyons pas que c'est une bonne réponse face à une situation de tension délibérément alimentée par les uns et les autres. Au-delà de la polémique, les manifestants ont surtout défilé aujourd'hui à Genève, cité des droits de l'homme, pour appeler au respect de ces droits aujourd'hui justement au Proche-Orient. Pourquoi ils ne peuvent pas vivre ensemble, ça me dépasse. Mais maintenant, on ne peut pas regarder comme ça parce que c'est devenu trop grave. On a une politique répressive de la part d'Israël, pour moi, qui est quand même, je veux dire, une colonisatrice carrément. Et on a une réaction du Hamas avec des attentats. Bien sûr, si on laisse un État aux Palestiniens, si on leur permet de s'exprimer, tout ça disparaîtra, quoi. Face à la situation au Proche-Orient, c'est avec le slogan « Pas de paix sans justice » que la manifestation s'est égrenée sur les bords du lac Léman. Sur le terrain, Israël poursuit ses opérations militaires dans la bande de Gaza en représailles à une attaque du Hamas il y a 2 jours. Des navires israéliens ont tiré au moins 4 missiles sur des cibles palestiniennes. Aucune victime n'a été signalée, les bâtiments ayant été évacués peu avant l'attaque. Flore Ducet. 3000 sympathisants dans les rues de Rafah pour les funérailles de 2 combattants du Hamas. Il y a 48 heures, les 2 hommes ont remis le feu aux poudres après une accalmie de 3 semaines dans la région. Ils ont été tués après avoir abattu 4 soldats israéliens aux abords du kibboutz de Kerem Shalom. Depuis, Tzal continue sa riposte avec tout d'abord une 50aine de maisons rasées par les chars, ici à Rafah, faisant plus de 500 sans-abri. Puis il y a cette action très ciblée, la piste d'atterrissage de l'aéroport international de Gaza, coupée en 2. Cette nuit, c'est à coups de missiles que l'armée maritime israélienne a détruit une partie de ce port de pêche et a éventré ce bateau, utilisé occasionnellement par Yasser Arafat. La riposte ne tardera sans doute pas. Ce soir, le Hamas annonce des représailles à ces représailles.
Les recherches menées depuis jeudi à Outreau pour tenter de retrouver le corps d'une fillette possible victime d'un réseau franco-belge de pédophilie n'ont rien donné. Les enquêteurs ont creusé dans des jardins ouvriers situés au pied d'une cité HLM jusqu'à hier soir. Ces investigations avaient été menées pour rechercher le corps d'une fillette belge d'environ 5 ans enterrée par le propriétaire du jardin. Ce dernier est écroué depuis mars ainsi que 13 autres personnes, tous mises en examen pour viol, agression sexuelle et proxénétisme aggravé. Cette affaire particulièrement sordide montre à quel point les réseaux de pédophilie sont répandus dans tous les milieux de la société, ainsi que sur Internet où les sites sont de plus en plus nombreux. Certains n'hésitent pas à recourir à des méthodes de publicité toujours plus agressives pour attirer de nouveaux clients. Marilou Machala et Virginie Lenk. En allumant son PC au retour de vacances, cet internaute n'en a pas cru ses yeux. Ce sont d'abord des clips pornographiques qui apparaissent sans prévenir sur son écran, puis les images changent. Ces sites sont devenus de plus en plus hard et amenant même carrément de la pédophilie avec des enfants de plus en plus jeunes. Ces clips pédophiles sont de plus en plus utilisés par les sites pornographiques standards, car dans le monde du porno, l'interdit a la cote. Visiblement, ils essaient d'attirer des nouveaux clients en disant ben voilà, nous on a des photos interdites, venez chez nous. Et puis en fait, ils attirent quelqu'un sur un site qui est conventionnel. Derrière cette publicité agressive se cachent d'autres sociétés. Elles vendent des logiciels qui permettent à l'internaute d'effacer toute trace après son passage sur un site pédophile. Effectivement, c'est possible. Que les sociétés soient reliées à ces sites pornographiques, voire ces sites pédophiles, pour justement dire aux gens, faites attention, vous êtes visible. Et ça, c'est légal? Dans certains pays, c'est permis. On n'a pas encore d'exemple où la société en question était en Suisse. À défaut de porter plainte, les internautes peuvent toujours essayer de se protéger contre ce genre de publicité. Normalement, pour se protéger, l'idéal, c'est de changer les paramètres dans Internet Explorer, où on peut changer la sécurité des cookies. Ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quelle famille. J'ai des enfants aussi, j'imagine avoir des enfants qui surfent là-dessus, qui chaque heure vont sur Internet pour apprendre, pour apprendre certaines choses, et puis ils se trouvent devant des sites pornographiques, autant pédophiles, voire zoophiles, comme ça, et c'est carrément de la pure agression, c'est vraiment... je sais pas ce qu'il faut faire. Donc. Les Américains ont repris aujourd'hui leur raid sur l'est de l'Afghanistan alors que les prisonniers transférés de Kandahar entamaient, eux, leur première journée de détention à Guantanamo, une enclave américaine à Cuba. Une vingtaine de prisonniers jugés très dangereux par les États-Unis sont arrivés à Cuba après un voyage de près de 27 heures et de plus de 12 000 kilomètres. Plusieurs centaines d'autres prisonniers devraient être transférés sur l'île ces prochaines semaines. Des conditions de détention et un voyage qui suscitent de vives réactions de la part des organisations des droits de l'homme. Claude Ayer. C'est juste avant 20 h hier soir, heure suisse, que l'avion cargo américain est apparu dans le ciel cubain. Des neiges de l'Afghanistan au soleil des Caraïbes, le vol a été très long. Les détenus ont voyagé enchaînés et les yeux bandés. Un sédatif a été administré à au moins l'un d'entre eux. Un dispositif militaire impressionnant avait été déployé pour réceptionner les 20 premiers prisonniers à arriver sur la base de Guantanamo. 4 véhicules équipés de mitrailleuses, un hélicoptère lourdement armé veillait au grain, ainsi qu'une quarantaine de soldats de la police militaire anti-émeute. Tenus à distance, les journalistes ont pu entrevoir les prisonniers vêtus en orange qui ont été débarqués un à un. Tous avaient les mains liées et certains portaient des chaînes aux pieds. Plusieurs avaient un masque chirurgical sur le visage. Selon les autorités américaines, ils avaient été testés positifs au bacille de la tuberculose. Certains détenus ont semblé résister à leur descente d'avion. 2 autocars blancs les ont transportés à leurs cellules de l'autre côté de la baie de Guantanamo. Les Américains affirment qu'ils sont bien traités, même s'ils leur refusent le statut de prisonniers de guerre. Quand je les ai vus, ils étaient dans des cellules individuelles et ils pouvaient communiquer entre eux. Ils ne sont pas isolés par des murs. Et ils recevront en plus un Coran, entre autres effets personnels. Les détenus ont droit à 2 serviettes de bain, dont l'une pourra servir de tapis de prière, à des affaires de toilette et aussi à de l'anti-moustique. Les cages de 2,40 m sur 1,80 m dans lesquelles ils sont pour l'instant enfermés sont en effet ouvertes à tout vent. Plusieurs organisations humanitaires s'inquiètent de ces conditions. La Croix-Rouge a été autorisée à les vérifier.
Vincent Lucert, bonsoir. Vous êtes porte-parole du CICR. Alors, les Américains ont affirmé que les prisonniers recevront, je cite, un traitement humain mais pas confortable. Alors, est-ce que le CICR fait partie de ces organisations qui critiquent ces conditions de détention ? Bon, d'abord, il faut dire que pour le CICR, c'est la suite d'un travail que nous avons déjà commencé à entreprendre en Afghanistan. Il faut savoir que nous avons visité plus de 4800 détenus en Afghanistan, aussi bien du côté des forces afghanes que du côté des forces américaines, auprès de qui nous avons visité environ 300 prisonniers de guerre. Alors c'est un dialogue qui continue, une action qui continue. Maintenant, le chapitre suivant, c'est de voir ou de revoir ces personnes, en effet, dans leur nouveau lieu de détention. Alors les Américains disent justement que vous allez pouvoir les visiter. Est-ce que des contacts ont déjà été pris? Est-ce que vous savez quand ça va se faire? Bien sûr, les contacts, on les a de manière presque quotidienne, tant à Washington, à travers notre délégation en Amérique, que sur place en Afghanistan avec les commandants militaires américains. Maintenant, nous sommes en train de fixer les modalités pratiques pour ces visites. Nous n'avons pas encore de date. Il est clair aussi pour nous que nous voulons voir ces prisonniers dans leur cadre. Donc il faut qu'ils arrivent, il faut qu'on puisse les voir là où ils vivront pendant leur période de détention. Alors les Américains disent que ce sont des hommes particulièrement dangereux. Est-ce que vous avez quelques précisions sur leur identité ou leur nationalité? Ce groupe-là spécifiquement, non. Nous verrons, quand nous les verrons, nous allons les enregistrer ou en tout cas constater qu'ils ont déjà été enregistrés. La procédure du CICR est très simple, c'est de voir les gens, de garder leur nom, leur identité, puis de les revoir tout au cours de leur détention jusqu'au jour de leur libération, d'avoir des entretiens en particulier avec eux et puis de partager avec les autorités détentrices tout commentaire qu'on aurait à faire. Mais alors, quelle est votre marge de manœuvre? Parce que les Américains disent que ce ne sont pas des prisonniers de guerre, mais que ce sont, je cite de nouveau, des combattants illégaux et qui n'ont pas de droit en vertu des conventions de Genève. Alors, quelle est votre marge de manœuvre? Bon, d'abord, il faut dire deux choses. Nous pensons que c'est très important d'entendre les déclarations des militaires américains en ce moment. Et c'est des déclarations qui vont dans le sens de dire nous allons bien les traiter, nous allons les traiter humainement et le CICR aura accès. D'autre part, il faut aussi se dire que même si vous êtes un prisonnier de guerre, eh bien vous êtes détenu, vous avez le droit de transporter les prisonniers de guerre hors du pays. Et puis, pour ceux d'entre eux qui auraient commis des actes criminels, il y a évidemment la possibilité d'un jugement. Vincent Lucert, je vous remercie pour ces précisions. Tout de suite, je vous propose d'autres informations de l'étranger. Elles sont commentées par William Heinzer. Premier attentat terroriste de l'ETA en 2002, une voiture piégée a explosé à Bilbao cet après-midi. Le jour et l'endroit n'avaient pas été choisis au hasard. La voiture avait été placée au cœur du quartier le plus commerçant, un samedi de solde. Mais l'ETA n'a pas voulu faire un carnage. 2 coups de fil anonymes ont alerté les secours 40 minutes avant la déflagration. Le quartier avait été presque entièrement évacué. L'attentat n'a fait que 2 blessés légers, mais les dégâts matériels sont importants. Meurtre terroriste d'un postier en Irlande du Nord. Daniel McColgan avait 20 ans. Il était catholique, mais le jeune postier travaillait dans un fief protestant de Belfast. La nuit dernière, 2 hommes cagoulés l'ont abattu de plusieurs balles. Le meurtre a été revendiqué par un groupe extrémiste protestant, les Défenseurs de la Main Rouge. La milice loyaliste d'Irlande du Nord a averti que tous les postiers catholiques étaient désormais des cibles légitimes. Le président pakistanais manie tour à tour la menace et les gestes d'apaisement. Dans un discours à la nation, Pervez Musharraf a averti que l'armée pakistanaise utiliserait l'ensemble de ses forces si des troupes indiennes franchissaient la frontière. Mais il a également annoncé l'interdiction de 2 mouvements séparatistes islamistes du Cachemire. Personne, a-t-il averti, ne doit se servir du Pakistan comme base arrière du terrorisme. Depuis 3 semaines, Crossair a ouvert une nouvelle ligne pour la saison d'hiver version, un vol hebdomadaire depuis le hub de Bâle pour les skieurs de l'Europe entière. Les touristes sont ravis, mais les remous de Swissair pourraient entraîner une nouvelle désillusion pour l'aéroport sédunois. Reportage ce matin à l'arrivée de l'appareil, Olivier Tornet. 4e atterrissage réussi pour le vol Bâle-Sion. Les 97 places du Jumbolino de Crossair ont été pratiquement à chaque fois occupées. L'avion embarque à Bâle les touristes en provenance d'une 12aine de destinations, principalement des skieurs de l'Europe du Nord. Nous venons de Berlin. Nous avons fait un petit changement rapide à Bâle et ensuite nous avons atterri directement ici à Sion. S'il n'y avait pas eu l'avion qui venait directement à Sion, est-ce que vous seriez venu en Suisse? À Zurich ou à Genève, mais c'est beaucoup plus long le transfert pour les arrestations. Ça a été une raison pour laquelle vous avez choisi de venir en Valais? Oui, c'est plus court.
Après l'abandon par Crossair des charters d'Amsterdam, Düsseldorf et Zurich, le Valais n'avait pratiquement plus de lignes pour ses skieurs. Seul British Airways assurait des vols réguliers avec Londres. Pour l'heure, le vol Bâle-Sion est un succès, mais son avenir reste incertain. Le problème, c'est que la ligne a été décidée avant la faillite de Swissair. Rien ne filtre pour l'instant du côté de Crossair, mais le directeur de l'aéroport de Sion veut y croire. Je ne pense pas qu'on puisse parler de sérénité absolue. Par contre, je pense que cette ligne elle a un avenir. Premièrement, ça permet à Crossair de marquer son territoire, à savoir le transport domestique européen. Deuxièmement, il faut savoir que Sion, c'est une ligne à valeur ajoutée qui se vend au niveau du confort relativement cher. Donc ce sera une ligne rentable. La demande des tours opérateurs est en tout cas bien présente, mais cet argument ne sera peut-être pas décisif. Le ciel valaisan ne fait pas vraiment partie des priorités majeures de la future compagnie suisse. Un convoyeur de fonds s'est envolé avec 10 millions de francs. Cela s'est passé hier dans la région zurichoise. L'homme, un Suisse âgé de 38 ans, a demandé au chauffeur du fourgon de s'arrêter à Neuenhof pour prendre livraison d'une autre somme d'argent. Il a ensuite pris la fuite avec un complice et le butin. Le chauffeur a pu donner l'alarme. Les deux hommes n'ont toujours pas été retrouvés. Le verglas est à l'origine de 17 accidents dans le canton de Zurich. Sur l'A3, une trentaine de véhicules ont été pris dans un carambolage. 6 personnes ont été blessées. L'autoroute a dû être fermée pendant 4 heures. Par ailleurs, en Suisse romande, un grave accident de la circulation a coûté la vie à un jeune homme hier soir sur l'A1 entre Genève et Lausanne. Et en tennis, victoire historique. 2 Suisses ont remporté les finales du simple messieurs et du simple dame d'un même tournoi, celui de Sydney. En effet, Martina Hingis a réussi un magnifique retour à la compétition après quelques déboires l'année dernière. Elle remporte la finale en 2-7 face à l'américaine Megan Shaughnessy, 6-2, 6-3. Et Roger Federer a battu dans ce même tournoi Juan Ignacio Chela, 6-3, 6-3. C'est de bon augure pour l'Open d'Australie qui débute lundi à Melbourne. Et pour terminer ce journal, les démons, les griffons, les beaux et les laids et autres personnages de légende ont effectué leur première sortie de l'année. Bâle et Urnèche, en Appenzell Road extérieur, ont organisé leur première fête hivernale en attendant le carnaval. Véronique Tanergue. C'est par un yodel appenzellois des plus typiques que débute la fête de la Saint-Sylvestre, la deuxième organisée chaque année dans le village d'Urnèche, le 12 ou le 13 janvier. Les hommes se transforment en klausés et portent des coiffes qui pèsent jusqu'à 30 kilos. Ces costumes permettront de différencier les witch, les laids, des schöne, les beaux, entre lesquels se glissent les naturels, tout de branchages vêtus. À Bâle aussi, on a fêté une tradition ancestrale, le Vogelgriff, c'est-à-dire le griffon. C'est le sauvage qui marque le coup d'envoi de cette manifestation en traversant le Rhin. Il accoste à la hauteur du pont du milieu pour retrouver les autres figures de cette tradition qui remonte au XIVe siècle. Ces 3 personnages de légende, le griffon, le lion et le sauvage, qui s'inclinent devant les autorités, étonnent les enfants. Ils symbolisent 3 corporations, les 3 haies, qui avaient pour mission d'inspecter les armes chaque année. Nous arrivons au terme de ce journal dont je vous rappelle les principales informations. L'UDC part en guerre contre les coûts de la santé. Le parti veut lancer une initiative populaire pour réduire les primes d'assurance maladie. 20 prisonniers d'Afghanistan ont passé leur première journée sur une base américaine à Cuba. Certaines organisations des droits de l'homme critiquent les conditions de détention. L'Autrichien Stefan Eberharter remporte la mythique descente. Je perds ma voix du Lauberhorn devant 2 autres Autrichiens. Les Suisses sont loin derrière. Quelques instants. Je m'excuse, je vous dis simplement au revoir et je vous souhaite une très belle soirée sur la TSR.
L'Institut de recherche pour la paix de Stockholm a établi que durant la guerre, 52 pays avaient fourni des armes soit à l'Iran, soit à l'Irak, et 29 aux deux. Donc ces mêmes pays qui dénonçaient l'horreur de cette guerre s'en servaient pour tester de nouveaux concepts d'armes. Des révélations sur les intérêts économiques en jeu entre le Moyen-Orient et l'Occident, des conclusions qui bousculent les discours officiels et la bonne conscience. Pour sa première, Histoire vivante propose une formidable contre-enquête sur le déclenchement de la fameuse Desert Storm. Les dessous de la guerre du Golfe dans Histoire vivante, en collaboration avec Radio Suisse Romande La Première, dimanche sur TSR2. Vögele, mode pour toute la famille. Si le stratus s'est bien ouvert aujourd'hui en Suisse romande, en revanche, des poches ont résisté en Suisse alémanique. L'Est qui, en plus, a encore dû compter aujourd'hui avec quelques passages nuageux. Mais dans l'ensemble, le soleil a quand même été bien présent sur l'ensemble du territoire. Madame, monsieur, bonsoir. Alors, nous avons toujours la présence d'un anticyclone qui montre des signes de faiblesse, mais qui est quand même toujours extrêmement puissant. C'est dire qu'il influence encore favorablement le temps chez nous. Mais deux choses vont se produire pour ces prochaines heures. Alors d'abord, nous avons ici une petite dépression d'altitude qui contourne justement ce champ de haute pression. C'est dire qu'elle va redescendre. Et de ce fait, il faudra à nouveau compter avec des passages nuageux sur l'est du pays. Et puis, deuxièmement, nous avons ce front ici sur le proche Atlantique qui, lui, pénètre le champ de haute pression, donc perd de sa vigueur, mais va aussi nous valoir des passages nuageux. On résume, pour demain matin, Météo Suisse prévoit du brouillard sur le plateau dont le sommet se situera à 900 mètres. Ce brouillard, comme aujourd'hui, a de bonnes chances de se dissiper. Au-dessus, il fera grand beau. Et puis alors, dans le courant de l'après-midi, on verra affluer d'une part par le nord-est des nuages et d'autre part par l'ouest d'autres nuages. Mais c'est vraiment plutôt dans la nuit de dimanche à lundi que ces passages nuageux seront plus importants. Les températures cette nuit seront à nouveau très froides puisque toutes les valeurs seront négatives. Elles oscilleront pour la plupart entre -2 et -6 degrés, mais par endroits, elles pourraient même descendre jusqu'à -9, comme par exemple à Viège. Demain après-midi, on repassera tous dans le positif. Effectivement, là, on devrait avoir 2-3 degrés en moyenne sur le plateau, jusqu'à 5 degrés à la Chaux-de-Fonds, jusqu'à 8 pour le Tessin et l'isotherme du 0 culminera à 2000 mètres. Enfin, les vents de nord-est en montagne seront toujours très faibles, puisqu'ils ne dépasseront pas 30 km à l'heure en haute montagne. La suite du programme est plutôt incertaine, nous prévient Météo Suisse, qui pense que lundi, l'anticyclone nous protégera encore et qu'il y aura encore donc du stratus sur le plateau, du soleil au-dessus, mais quand même déjà des passages nuageux qui deviendront encore plus importants pour la journée de mardi, ce qui aura pour conséquence de favoriser la dissipation du stratus. Mercredi, alors là, ce sera probablement la journée la plus propice aux précipitations pour le nord des Alpes. Il y en aura encore jeudi dans l'Est et des passages nuageux toujours très importants. Mais à partir de jeudi, les pressions devraient commencer à remonter, ce qui nous vaudrait à nouveau pour la fin de la semaine une situation anticyclonique, mais qui sera probablement plus provisoire. Voilà, vous savez tout. Je vous laisse encore découvrir l'éphéméride de demain et je vous souhaite à tous une très bonne soirée. À demain. Au revoir. On pourrait penser qu'après être resté couché sur le dos pendant 5 mois, j'aurais renoncé à toute idée de vengeance. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Quand on les perd pas, on est foutu. Qu'est-ce que c'est beau le mariage. Trahi et laissé pour mort, Mel Gibson revient réclamer son dû. Payback avec le logo rouge, lundi dans Box Office sur TSR1. Box Office avec Blue Win. Droit jusqu'à la mort, Alain Delon et Fabio Montal. Babette, tu m'entends? Je ne laisserai pas vous tuer, Fabio. J'ai plus le temps d'avoir la trouille. Vous savez ce que je regarde en premier chez une femme? La naissance du coup. Fabio Montal, Soléa, dernière partie en inédit, dimanche sur TSR1.
va savoir si tout ça est bien vrai. Pourquoi mon cœur veut toujours chanter? Oh yeah, 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 yeah. Tu ris et je suis perdu pour la vie. Nous avons passé le temps d'être amis. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, oui. Papa est dans mon âme et je crie. Je quelque chose en moi tient mon cœur, changeant mon âme en un jardin de fleurs. Oui, quelque chose en moi tient ma vie, peignant mon rêve de belles couleurs, changeant le vert, changeant le bleu, rose pour toi et rose pour moi. Ta-do-dum, ta-do-dum, dum. Dum, dum, ta-do-dum, dum, dum, ta-do-dum, dum, dum, ta-do-dum, ta-do-dum, dum. Au-delà de nos vents, passer notre frontière. Dans ces pays soleil de sable et de pierre. Là où malgré les croix et malgré les prières, les dieux ont oublié ces maudites terres. Dans sa pauvre valise, ses maigres affaires, une histoire banale d'hommes et de misère. Il tient dans sa chemise ses ultimes richesses, ses deux bras courageux, sa rude jeunesse, et tout contre sa peau comme un trésor vainqueur. Son nom sur un visa pour les USA. The clock is the road, hard is the way, heaven my road, deep is my faith, long is the road. Sur des highways 61, nombre d'un Zimmerman, qui train de loser pour un Rockefeller, brûler sa peau pour être un bad king. Quand chaque espoir se décline en dollars, jusqu'aux bannières où les stars s'affichent, sous les lumières tout est blanc, propre et riche, du jeudi noir jusqu'au bleu de
Sometimes I get to feeling I was back in the old days, long ago. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. The days were endless, we were crazy, we were young. The sun was always shining, we just lived for fun. Sometimes it seems like lately, I just don't know. The rest of my life's been just a show. Those were the days of our lives. The bad things in life were so few. Those days are all gone now, but one thing is true. When I look and I find I still love you, you can't turn back the clock, you can't turn back the time. Ain't that a shame? I'd like to go back one time on a roller coaster ride, when life's just a game. No use in sitting and thinking of what you did, when you can lay back and enjoy it through your kids. Sometimes it seems like lately, I just don't know. Better sit back and go with the flow. These are the days of our lives that float in the swiftness of time. These days are all gone now, but some things remain. When I look and I find no change. Those were the days of our lives. Yeah. Bad things in life were so few. Those days are all gone now, but one thing's still true. When I look and I find I still love you. I still love you. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Et je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi.
C'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. Option musique. Option musique, les yeux fermés. Tu souris ce matin au réveil à côté de moi. Je me sens si bien, je n'ai plus besoin de rien. La vie est belle, facile comme tout. Je subis tes câlins, je sommeille à côté de toi. Je respecte pas, ça me convient à tel point que j'oublie les soucis qui me gâtent au pied de mon lit. Et quoi qu'elle m'apporte ma journée, on ne pourra plus me la gâcher. Tu souris ce matin, je me sens bien. Tu souris quand tu me dis que tu piges pas, qu'on se crée des ennuis, quand tout peut être si simple qu'on a besoin de rien. La vie est belle, facile comme nous. Je réponds, je sais pas, que j'ai sommeil, que ça se voit. Et qu'est-ce qu'on s'en fout de ces gens qui se nouent. Moi j'oublie, moi je t'aime. Après tout, c'est pas mon problème. Et quoi qu'elle m'apporte ma journée, on ne pourra plus me la gâcher. Me stresser, tu souris ce matin. Je me sens bien. Je souris car la vie est facile ce matin. Cesse de pleurer comme ça sert à quoi? Assieds-toi, viens près de moi. J'ai fait du café, te laisse pas aller. Moi le vite tant qu'il est chaud. Tu dis que tu as raté tout ce que t'as fait. C'est un peu fort le café. Écoute-moi l'ami, ainsi vont nos vies. Moi ton café tant qu'il est chaud. Moi ton café
dressed up to the nines, at 6s and 7s with you. I had to let it happen. I had to change. Couldn't stay all my life down at heel, looking out of the window, staying out of the sun. So I chose freedom, running around, trying everything new, but nothing impressed me at all. I never expected it to. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. And as for fortune, and as for fame, I never invited them in. Though it seemed to the world they were all I desired, they are illusions. They are not the solutions they promised to be. The answer was here all the time. I love you and hope you love me. Don't cry for me, Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't keep your distance. Have I said too much? There's nothing more I can think of to say to you. But all you have to do is look at me to know that every word is true. Il pleuvait fort sur la grande route, elle cheminait sans parapluie. J'en avais un volé sans doute, le matin même à un ami. Courant alors à sa rescousse, je lui propose un peu d'abri. En séchant l'eau de sa frimousse, d'un air très doux, elle m'a dit oui. Un petit coin de parapluie contre un coin de paradis, elle avait quelque chose d'un ange. Un petit coin de paradis contre un coin de parapluie, je ne perdais pas au change, pardi.
chemin faisant, que ce fut tendre, d'où irade le champ joli, que l'eau du ciel faisait entendre sur le toit de mon parapluie. J'aurais voulu, comme au déluge, voir sans arrêt tomber la pluie, pour la garder sous mon refuge, 40 jours, 40 nuits. Un petit coin de parapluie